Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va aller deep dive ensemble 3 entreprises qui actuellement sont extrêmement intéressantes, ou du moins qui à premier abord nous semblent très intéressantes. Et ensemble, on va aller deep dive, on va les creuser pour voir si est-ce que dans la réalité, elles sont vraiment intéressantes compte tenu des problèmes qu'elles ont sur le court terme. À savoir du Netflix qui a baissé de plus de 30% via les craintes. On a eu donc via les craintes de l'acquisition de Warner Bros. Donc on va aller voir tous les communiqués, tous les communiqués de cette partie. Là, par exemple, pour Warner Bros, en fait, bon, là, il a écrit directement une lettre pour expliquer par A plus B pourquoi l'offre de Paramount serait destructrice de valeur pour les actionnaires de Warner Bros. Donc voilà, on va aller deep dive ça. Vous inquiétez pas, même si vous avez zéro notion là, de fusion-acquisition, d'achat d'entreprise, etc., ça ne posera aucun problème et vous allez exactement comprendre. Actuellement, Netflix, quand là, il va intégrer, si ça se passe, évidemment, on va voir qu'il y a énormément de si qu'on va lister ensemble. Bref, si ça se passe et si ils réussissent à intégrer Warner Bros. Dans leur compte consolidé, quel est l'impact net en fonction des différents scénarios que l'on peut anticiper sur le bénéfice global de Netflix et comment est-ce qu'il va financer ça? Est-ce qu'il va financer ça par de la dette? Est-ce qu'il va financer ça avec des actions? Donc, ça va diluer les actionnaires. Ou est-ce qu'il va financer ça directement en cash? Bon, ce qui est impossible puisqu'il n'a pas de cash. Donc, effectivement, ça va être un mix des trois. Et donc, exactement de combien est-ce qu'on va mettre sur la table et quel est le retour sur investissement on va en avoir, quelles sont également les synergies auxquelles on peut s'attendre une fois que ça sera incorporé. Donc alors Netflix, je pense que vous connaissez tous l'entreprise. Moi, c'est une boîte qui m'intéresse énormément. Je pourrais mettre 6, 7, 8, 10% de mon portefeuille dessus si j'ai un bon prix, donc à peu près 40 000 $, ça ne me dérangerait pas d'avoir ça sur Netflix. Alors je fais une petite parenthèse là de même pas 10 secondes avant de commencer la vidéo. Il y a du changement sur le groupe School qui est totalement gratuit. En fait, c'est un groupe où on est 2600 là quasiment dessus, c'est juste exceptionnel. En fait, il y a une partie avec 6 heures de formation totalement gratuite. Vous n'avez même pas besoin de créer de compte, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien en description. Et en fait, il y a un cours sur les rapports annuels que je vais tout simplement enlever et remplacé par un autre cours. Là, en fait, maintenant, toutes les 2 semaines, je vais changer cette partie-là. Donc, si vous voulez y avoir accès concrètement avant qu'il ne soit trop tard, parce que je l'enlève, je vous l'ai dit, dans une semaine, cliquez sur le lien en description, faites votre compte et de toute façon, ça sera remplacé par un autre module, mais effectivement, qui n'aura rien à voir avec la partie rapport annuel. Ok. Et donc, voilà, on va aller deep dive cette partie. Alors, je sais pas pourquoi ça ne charge pas. Bon, je vais me mettre sur Qualtrim. Donc en fait, vous voyez déjà Netflix, je ne vais pas vous expliquer le business model, etc. Mais on a ce qu'on appelle un forward PI, donc prévu justement avec les augmentations de bénéfices que l'on a, la croissance du chiffre d'affaires, etc. qui serait pour 2027 de seulement 22 fois les bénéfices, d'accord? Ce qui est vraiment très très faible. On a un revenu qui a augmenté de 12% par an sur les 5 dernières années. Donc vous pouvez vous dire déjà, c'est pas non plus dingue pour une entreprise d'hypercroissance, d'accord? Mais quand on va voir dans le bout du bout ce qu'on appelle l'earning per share, donc le bénéfice par action, on voit qu'il a augmenté, alors je vais mettre comme ça sera plus simple, on voit qu'il a augmenté de 30% par an, quasiment 3 fois plus que le revenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Netflix a vu sa marge, la marge nette, a vu ses coûts pour 1 $ de chiffre d'affaires vraiment s'effondrer. Donc Netflix, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est extrêmement rentable et qui maximise vraiment chaque dollar de chiffre d'affaires. En fait, on peut l'expliquer très simplement avec le nombre d'abonnés qui explose. On est passé par exemple depuis 2020, on était à 182 millions d'abonnés Netflix. Aujourd'hui, on est à 300 millions. Et de l'autre côté, les dépenses en contenu, d'accord, ont augmenté de seulement 5%. Donc en fait, on voit que le nombre d'abonnés a explosé. Donc la rentabilité, le chiffre d'affaires a explosé, mais les dépenses en contenu n'ont pas augmenté proportionnellement. Et donc ce qui fait dans le bout du bout, on a le bénéfice net qui explose. Ok. Donc ça, c'est un peu pour la vue d'ensemble. On a évidemment un super beau free cash flow. C'est l'une des rares entreprises Netflix qui n'a pas énormément de stock-based compensation, c'est-à-dire que l'on peut prendre le free cash flow actuel en réelle métrique de rentabilité, en réelle métrique de cash qu'il reste à la fin pour les actionnaires en remboursement de dette. Là, c'est le truc, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que là, ça va être question de remboursement de dette sur les prochaines années, de rachat d'actions et également de dividendes, même s'il n'est pas question de dividendes actuellement, ou tout simplement de cash au bilan pour augmenter l'equity.
Donc, alors, d'abord, moi, je vous propose, donc là, voilà, je m'étais mis également sur le site de la SEC, Security Exchange Commission, pour aller voir le 8K, donc sur la partie donc, proposition d'acquisition, etc. Mais je vous ai synthétisé ça ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, Netflix, eh bien, il ne va pas racheter tout Warner Bros. Il va racheter uniquement eh bien, la partie, comme je l'ai mis précisément ici, studio, streaming et franchise. C'est-à-dire, en fait, toute la partie network, TV linéaire, ça, en fait, ça va être spin-off avant le rachat donc, de Netflix. Et dans ce cas-là, la majorité de la dette actuellement qu'a Warner Bros. Eh bien, va partir sur la partie network. Donc ça veut dire que concrètement, Netflix, quand il va racheter Warner Bros., il va racheter seulement Warner Bros. Avec 10 milliards de dettes. Actuellement, Warner Bros., on n'a pas 10 milliards de dettes, on a, je me mets en quarterly, on a 33 milliards de dettes. Donc la différence entre 33 et 10, d'accord, eh bien ça c'est vraiment la dette qui va partir avec donc toute la division, on l'a mis ici, network, ok. Deuxièmement, la partie entreprise value, bon, c'est pas trop ce qui nous intéresse, mais en fait, enfin, vous verrez ce chiffre-là un petit peu à droite à gauche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie equity value, c'est concrètement, actuellement, combien est-ce qu'on va devoir sortir d'argent pour acquérir Warner Bros. 72 milliards. Ces 72 milliards-là, en fait, vont nous permettre donc eh bien, de racheter la totalité de Warner Bros., enfin la totalité en excluant donc network, studio, streaming, franchise. Et donc, comment est-ce qu'on va financer cette partie sur 72 milliards? Et en fait, ça va être un mix avec à la fois du cash à hauteur de 60 milliards et à la fois des actions Netflix à hauteur de 12 milliards. Ok. Donc, ça c'est la partie prix par action de Warner Bros. Donc, voilà, le mix des paiements, c'est 23 dollars en cash. Donc, voilà, quand on dit en cash, vous l'avez encore une fois compris, Netflix n'a pas 60 milliards de cash. Donc, Netflix va devoir financer cette dette-là. Il y a également ici déjà des communiqués. On a le nom à peu près des banques qui vont leur prêter. Là, ça va être à peu près 59 milliards de dettes, donc d'emprunts. On va pouvoir le détailler ensuite. Et après, 4,5 dollars en net sur Netflix pour la partie, donc, pour monter à 27,75 dollars. Okay, donc, voilà, ça, c'est ce qu'ils vont acquérir. Donc, question investisseur, évidemment, c'est Netflix. Là, actuellement, est-ce qu'il a une asymétrie négative tant que le deal n'est pas clarifié ou clos, puisque là actuellement on a l'action qui a baissé de 30% uniquement en lien avec cette acquisition. Donc voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'actuellement on a, eh bien, en fait c'est toujours marrant puisque on a le prix en bourse donc qui a baissé de 33% sur une market cap actuellement de 400 milliards, ce qui veut dire qu'on est parti du haut, on est parti de 600 milliards pour atterrir aujourd'hui à moins 30%, à savoir 400 milliards. Donc il y a quand même eu 200 milliards qui se sont volatilisés sur, on va pas me faire croire que c'est à cause du truc au Brésil là de moins 600 millions, d'accord, c'est totalement hors sol. Donc non, c'est effectivement la partie donc acquisition de Warner Bros. Et donc cette partie-là, on voit bien qu'il est question de maximum de payer 72 milliards et le prix a réagi en corrigeant de moins 200 milliards au niveau de la market cap de Netflix, d'accord. Donc oui, il y a une incohérence. Alors après, incohérence, peut-être pas. Moi, selon moi, Netflix était une entreprise qui ici en fait était beaucoup trop cher tout simplement. Donc on a une correction, un ajustement des multiples en fait, et surtout vous allez voir que si on fait cette acquisition, et là actuellement, à part si la partie régulateur ne bloque pas l'acquisition, eh bien ça va se faire, ça va se conclure. En fait le problème c'est que ça va vraiment changer le bilan de Netflix. On va se retrouver bien, avec une dette de quasiment 70 milliards. Ok, donc j'ai fait un petit cut, j'avais pas pu terminer la vidéo en one shot, donc je vous reprends aujourd'hui. Et effectivement, pourquoi est-ce que je vous parle d'une dette de 70 milliards? En fait, c'est très simple. Quand vous faites comme ça un rachat d'entreprise, il faut vraiment que vous différenciez. En fait, vous avez d'un côté la dette de l'entreprise que vous allez acheter. Là, en l'occurrence, sur Warner Bros, on l'a vu ensemble, c'est 10 milliards de dettes nettes que Netflix va racheter en rachetant l'entreprise. Et ensuite, après, il y a la dette qui vient directement du financement que Netflix va faire, donc l'endettement que Netflix va faire, soit en émission d'actions, soit en émission de dette, ou soit en cash. Mais Netflix, là, en fait, on n'a que 10 milliards de cash. Et le problème, c'est qu'on va devoir décaisser 72 milliards, rappelez-vous, pour acheter Warner Bros. Et donc, en fait, là, à peu près, si Netflix endette de 60 milliards, il va y avoir d'une part, d'un côté, les 60 milliards d'endettement de Netflix pour acheter Warner Bros. Et de l'autre côté, on va avoir les 10 milliards de dettes de Warner Bros. Qui vont être incorporés, compte consolidé, encore une fois, dans le bilan de Netflix, ok. Et en fait, après, tout l'objectif, c'est vraiment d'aller rembourser les frais d'intérêt de ces 60 milliards de dettes. Si on s'endette à 5%, ça fait à peu près 2,5 milliards de frais d'intérêt par an. Et en fait, ces frais d'intérêt-là, on va essayer de les rembourser par l'EBITDA. Après, vous prenez l'EBITDA, vous le convertissez en free cash flow. Combien de pourcentage d'EBITDA on arrive à convertir en free cash flow? Et en fait, l'objectif, c'est la plupart du temps, dans ces fusions-acquisitions, c'est juste le jour numéro 1, être flat. C'est-à-dire le jour numéro 1, simplement, on achète un truc, voilà, 60 milliards en s'endettant, d'accord.
Donc ça nous coûte par an 2,5 milliards pour s'endetter et on encaisse à peu près 2,5 milliards de plus. Donc on est flat. Et ensuite, après tout le game, ça va être de faire suffisamment de synergie, d'accord, donc suffisamment d'économie d'échelle, etc. sur le business dans la globalité, eh bien pour qu'on quasiment on double cette partie EBITDA et que ensuite on ait vraiment un net positif par rapport aux frais d'intérêt que l'on a, ok. Et donc là c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire chez Netflix et donc c'est pour ça que je vous ai fait ici, vraiment concrètement, vous voyez, je vous mets un peu la conclusion, mais concrètement entre le day one, là actuellement avec le deal qu'ils ont, combien est-ce qu'ils vont perdre d'argent, parce que vous allez voir qu'ils seront en légère perte, et ensuite avec les synergies, combien est-ce qu'ils vont gagner de l'argent avec les différents scénarios, et c'est pour ça qu'actuellement, eh bien voilà, le Netflix, le prix en bourse, il baisse un petit peu, puisqu'on a quand même pas mal d'incertitudes. En fait, il faudrait vraiment qu'on délivre parfaitement la roadmap que l'on a sur les 3 prochaines années pour aller chercher donc ces synergies. Donc, parenthèse fermée, je reviens concrètement sur la partie, donc là, l'analyse économique eh bien, de ce que Netflix va concrètement racheter, puisque si on prend uniquement la partie studio, également la partie streaming, moins la partie network, eh bien, ça nous fait un EBITDA de 3,7 milliards. Ok, donc ça, c'est la partie revenu. En fait, également, Warner Bros. Ne publie pas le free cash flow par segment. On a uniquement l'EBITDA par segment. Ok, donc là, l'EBITDA, j'ai pris la guidance 2025, d'accord. Studio 2,4 et streaming 1,3, à savoir 3,7 milliards, d'accord, d'EBITDA. Et donc, étant donné qu'on a sur Warner Bros. Un EBITDA total de 9 milliards, ça fait à peu près 41% de l'EBITDA. Si ensuite, après, on convertit eh bien, cet EBITDA en cash, en free cash flow, on a à peu près un taux de conversion, si on prend dans l'entièreté du groupe, de 49%. Là, on commence déjà à avoir des petites incertitudes. C'est que, encore une fois, on n'est pas sûr parce que le problème, c'est que la partie network, d'accord, qu'on ne rachète pas, c'est cette partie-là qui va reprendre la majorité de la dette de Warner Bros. Mais c'est également cette partie-là qui, oui, en décroissance, mais qui surtout génère le plus de cash actuellement, d'accord. Donc, en fait, on a des petits doutes là-dessus. C'est peut-être que 41, enfin, peut-être que ce qu'on va racheter, ça va être seulement, on va pouvoir convertir seulement 40% en free cash flow, peut-être 50%, peut-être 49%. On a une petite incertitude de ce côté-là. Mais donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que voilà, je prends le calcul, 41% de la part EBITDA ici, d'accord, fois le free cash flow total du groupe, ce qui va nous donner la 1,8 milliard, d'accord. Donc les 1,8 milliards, c'est directement le free cash flow que l'on va avoir le jour 1 quand on va racheter Warner Bros. Ok. Donc ensuite, eh bien, bon, alors ça, voilà, je vous le passe rapidement. Également, j'ai fait la même chose pour la partie bilan. Donc, si j'exclus la partie network du bilan de Warner Bros. Et que je garde uniquement les actifs qu'on va acheter, qu'on va racheter, on a à peu près une valeur comptable de 55 à 70 milliards. Donc, voilà, c'est l'estimation des assets bruts. Et encore une fois, la question à laquelle on va répondre maintenant, ça va être, OK, Netflix, combien est-ce qu'on paye pour récupérer combien de cash flow et avec quel risque, d'accord. Et pas, voilà, oui, Harry Potter c'est cool ou Game of Thrones c'est cool, ça va nous rapporter de l'argent. Oui, mais par rapport à quoi en fait. Donc alors là, on va faire des scénarios très simples. Alors en fait, donc l'EBITDA, encore une fois, acheté, c'est 3,7. Là déjà, vous allez me dire pourquoi est-ce que je tombe à 3 milliards. Parce que en fait, j'ai mis l'hypothèse que Warner Bros, quand on prend l'EBITDA par segment, ok, ça prend pas en compte tout un tas de frais généraux, donc tout un tas en fait de corporate, de frais corporate, d'accord. En fait, ils sont à l'échelle du groupe dans son entièreté. Donc, ce qui veut dire qu'il faut ajuster ça. C'est-à-dire que le groupe dans son entièreté, on a 1,3 frais corporate, d'accord, qui viennent donc réduire quand vous avez les comptes consolidés. Quand ensuite on segmente et on prend uniquement, par exemple, voilà, la partie streaming, la partie studio, etc., etc., en fait, on prend uniquement les frais corporate de ces segments-là. Mais en fait, il y a d'autres frais corporate en fait, qui sont sur les deux tableaux et donc qui ne sont pas pris en compte. Donc, pour conclure, en fait, j'ai mis l'hypothèse qu'il y avait 700 millions, d'accord, de frais corporate qui allaient diminuer les bidas achetés qui ne sont pas pris en compte quand l'entreprise, là, elle segmente ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, après, le free cash flow, unlevered, là, c'est le free cash flow, en fait, avant la partie intérêt. Donc, c'est le free cash flow avant le remboursement des intérêts sur la dette qu'on va émettre. D'accord. Donc là, eh bien, j'ai émis l'hypothèse également qu'on allait avoir une conversion de 55% de l'EBITDA de 3 milliards, l'EBITDA donc net, vraiment net corporate. Donc ça fait 1,65 milliard de free cash flow. Les synergies à 3 ans, selon l'entreprise, selon le communiqué, etc., qu'ils ont fait, c'est 2 à 3 milliards donc par an après 3 ans. Okay. J'ai pris en compte un impôt effectif de 25%, un taux d'intérêt de 5% fixe sur les 60 milliards, sur les 59 milliards donc d'endettement qu'ils allaient faire pour acheter
pour acheter tout simplement Warner Bros. Là également, j'ai pris 2 scénarios. Le premier scénario, c'est en fait, on va mettre que 50 milliards de dettes et on va se servir des 10 milliards de cash qu'on a au bilan chez Netflix, pour, enfin voilà, on va utiliser là les 10 milliards de cash au bilan et le reste, on va s'endetter. Ou scénario 2, on garde les 10 milliards de cash au bilan et on s'endette de 60 milliards, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, ça va nous servir de base pour calculer la partie free cash flow. Ensuite, coût de la dette et free cash flow leveraged, donc le free cash flow en prenant en compte ses frais d'intérêt. Donc l'impact, enfin analyse d'impact, la charge financière versus les synergies futures. Donc là, charge d'intérêt, taux à 5%, c'est très simple. Si on s'endette de 50 milliards, ça fait 2,5. Si on s'endette de 60 milliards, ça fait 3 milliards d'intérêts par an. D'accord? Si ensuite on le met net d'intérêt, parce qu'en fait, les intérêts, ça diminue la base imposable, eh bien, ça fait j'ai arrondi 1,9 milliard et 2,2 milliards sur la partie, donc si on s'endette de 60 milliards. Ensuite, le free cash flow en prenant en compte donc ces frais d'intérêt, rappelez-vous, eh bien c'est le free cash flow sans frais d'intérêt. Juste en fait, si on émet l'hypothèse que là Netflix on a 60 milliards de cash au bilan, on prend ces 60 milliards de cash, on émet 12 milliards d'actions, on achète Warner Bros à 72 milliards, eh bien on a directement 1,65 milliard de cash en plus dans le business. Comme on ne s'est pas endetté, on n'a pas de frais d'intérêt, donc on aura un positif de 1,65. Bon, le problème c'est que c'est pas ce qui se passe. Là, pour faire ce deal là, on va devoir s'endetter, vous l'avez compris, et donc là ça va nous coûter, eh bien dans les deux scénarios, voilà, en fonction 2,5 ou 3 milliards. Et donc, dans ces cas-là, on sera soit en perte de moins 200 millions par an sur la première année ou moins 600 millions. OK. Et en fait, ça, c'est actuellement le bear case. C'est là, en fait, on achète du free cash flow opérationnel, mais tu ajoutes plus de dettes financières que de cash flow immédiat. Résultat, tu es flat ou légèrement négatif sur le périmètre acquis avant synergie. Et ensuite, après synergie, l'équation change radicalement avec l'arrivée des synergies et également comme la plupart des synergies selon le communiqué, etc., sont en SGA. Et puis en fait, on va prendre en compte la partie 25% d'impôt, donc qui est plus bas dans le compte de résultat. Donc, alors, de ce côté-là, on aurait dans 3 ans, selon le management, j'ai fait plusieurs simulations. Donc, encore une fois, le free cash flow de base, il ne change pas. Ce qui va changer, c'est le scénario des synergies. Donc, j'en ai pris deux. Un à 2,5 milliards dans 3 ans et un autre à 3 milliards dans 3 ans également. C'est les deux trucs du management. Donc, en net, ça fait 1,9 milliard ou alors 2,2 milliards. OK ? Ce qui veut dire que si on prend le free cash flow leveraged après intérêt, d'accord, donc avec une base de 50 milliards, eh bien ça nous ferait, donc si on prend en compte frais d'intérêt ici de 1,8, eh bien ça nous ferait exactement plus 1,65 parce qu'en fait vous commencez à comprendre que sur leur deal en fait ils se sont débrouillés pour que finalement à peu près les intérêts qu'ils ont actuellement soient proportionnels aux synergies qu'ils vont en avoir en plus. Donc l'objectif c'est effectivement que uniquement cette partie synergie rembourse à 100% les frais d'intérêt sur le deal global. Comme ça en fait après en 3 ans les frais d'intérêt bim, ça on met ça de côté puisque ça va être remboursé uniquement avec les synergies et ensuite après la partie free cash flow de base, eh bien elle compandera à un taux de croissance, etc. Et vraiment, on va pouvoir en avoir là-dessus, eh bien, on va pouvoir avoir le free cash flow tout simplement de base. Donc voilà, dès que les synergies dépassent le coût net de la dette, donc 1,9 milliard, le deal devient positif en cash flow pur. OK ? Donc là, pareil, je vous ai mis un autre tableau, hein, mais c'est la même chose, hein, intérêt net, free cash flow le jour 1, bon, on a moins 200 millions. Synergie, les deux scénarios, si on a des synergies de 2,5 milliards ou 3 milliards. Et donc voilà, en fait, on se retrouve dans directement 3 ans avec plus 1,65 milliard si on a des synergies de 2,5 et si on a des synergies donc, de 3 milliards, on se retrouve avec 2 milliards de plus, on l'a précisément ici. Et ensuite, la partie multiple de valorisation et l'impact donc de la partie synergie. Alors là, je vous ai fait la partie multiple, c'est-à-dire l'equity divisé par l'EBITDA. L'equity, c'est les 72 milliards qui rachètent, d'accord et l'EBITDA, alors j'aurais pu prendre l'entreprise value, parce que voilà, ça, au niveau de l'imposition, encore une fois, mais je prends directement l'equity value, à savoir 72 milliards. Donc, vous l'avez compris, le jour 1, eh bien, on met 72 milliards sur la table pour récupérer 3 milliards d'EBITDA. Pas de cash flow, 3 milliards d'EBITDA. Donc, ça fait un multiple de 25 fois l'EBITDA, d'accord le prix auquel on achète ça. Ensuite, après la partie synergie, 3 scénarios. Synergie donc de 2 milliards. Donc l'EBITDA de 3 plus 2, ça fait 5 milliards d'EBITDA. Là, on tombe à 14,4. Et si on met en rendement en inverse, eh bien, ça fait quasiment 7%. Ensuite, si on a des synergies de 2,5,
Ça nous fait un EBITDA donc de 13 fois. Et si on a des synergies de 3 milliards, ça fait donc 6 milliards au global d'EBITDA dans 3 ans. Et donc, on a racheté cet EBITDA-là aujourd'hui à 72 milliards. Donc, on aura acheté en tout cas 12 fois l'EBITDA avec un yield de 8%. Ok, ce qui serait plus ou moins OK. La partie donc dette levée ici, encore une fois, les frais d'intérêt. Donc, si on prend le jour 1, en fait, vous l'avez compris, c'est uniquement, là, je vais mettre d'un côté, ok, l'EBITDA qu'on va racheter par rapport aux frais d'intérêt que ça va nous coûter pour racheter cette même EBITDA. Et bien en fait, le jour 1, on est extrêmement short puisque on rachète 3 milliards d'EBITDA pour 2,5 milliards d'intérêts. Le jour 2, c'est confortable et le jour 3, voilà, c'est plutôt solide, 2,4. Ok. Donc, conclusion, toute la logique du deal repose, vous l'avez compris, sur des synergies réelles et une discipline de réinvestissement extrêmement stricte. Sans exécution parfaite, le levier financier devient un risque majeur. Et en fait, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que le marché panique, entre guillemets, un petit peu, puisque c'est pas, encore une fois, un deal où le day one, on rachète un truc avec du cash et on a une augmentation de la croissance organique de votre business dès que c'est incorporé dans l'année N+2. Là, c'est pas le cas, d'accord? Là, c'est vraiment quelque chose qui va apporter de la valeur seulement dans 3 ans si on arrive à mettre toutes les synergies en place. Donc, si on arrive vraiment à optimiser la structure du groupe, etc., entre Warner Bros. Et Netflix quand ça sera incorporé. Donc, la partie synthèse risque-rendement, vous l'avez compris, sans synergie, avec synergie, timing des synergies, discipline de CAPEX, etc. Et en fait, surtout, moi, ce que je veux vous, ce que je vous faire comprendre maintenant, c'est, vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas expert dans ce domaine-là, vous entendez souvent dire oui, la magie du private equity, du LBO, des fusions-acquisitions, etc., c'est faire du levier. Là, vous allez vous dire, mais où est-ce que se trouve le levier? Parce que là, on a dépensé quand même 60 milliards en dette, on parle de rendement quand même qui n'est pas top, c'est-à-dire que là, donc voilà, comme vous l'avez compris, eh bien, on parle au niveau de l'EBITDA, 12 fois l'EBITDA, d'accord, rendement de 8% sur l'EBITDA, mais si on parle en termes de cash flow, eh bien, on l'avait plus haut, c'était 2 milliards donc, de free cash flow dans 3 ans. Donc ces 2 milliards-là, eh bien, combien est-ce qu'on va devoir mettre sur la table? On l'a vu ensemble, 72. C'est-à-dire que si je fais 2 divisé par 72, ça fait 2,7% de rendement, donc c'est extrêmement faible, d'accord, c'est extrêmement faible. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, la question, c'est combien est-ce que Netflix met sur la table? Puisque si Netflix, là, actuellement, s'endette de 60 milliards, d'accord, et met seulement les 12 milliards d'actions Netflix sur la table, sur sa market cap de 400 milliards, c'est pas une grosse dilution. En fait, ça veut dire que Netflix, il leur a mis concrètement quasiment zéro. Et si on émet l'hypothèse que Netflix, il met 10 milliards de cash en dette de 60 milliards et fait une émission d'actions pour les 12 milliards autres de cash récent pour monter à 72 milliards, eh bien, ce qui voudrait dire qu'en fait, la vraie rentabilité, ce qu'on parle de levier, de leverage, c'est que Netflix, il mettrait donc 10 milliards de cash sur la table. Donc ça, il sort 10 milliards de cash, plus 12 milliards en partie action, ça fait 22, d'accord? Et donc, en fait, il faut comparer ces 2,03 divisé par 22 milliards de cash qu'il va immobiliser. Et donc là, on monte à 9% de rendement sur du net, ok, quasiment. Et donc là, c'est beaucoup plus intéressant, d'accord? Également, l'intérêt, c'est quand on fait ce type de deal, c'est qu'ok, on fait le deal, la dette de Netflix... Non, j'ai ouvert Interactive Broker. La dette de Netflix monte à 70 milliards. Netflix également projette, Warner Bros, selon Warner Bros, Netflix va faire 12 milliards de free cash flow en 2027 avec le deal, etc. Donc, c'est-à-dire que si jamais on alloue, on va dire 8 milliards en remboursement de la dette par an, en fait, rapidement, cette dette-là, elle va diminuer. Si en 3 ans, on rembourse 20 milliards de dettes, on n'aura plus qu'une dette de 40, de 30 milliards. Si on n'a plus qu'une dette de 35 milliards fois 5% de taux d'intérêt dessus, en fait, on passerait les intérêts à seulement d'intérêt, d'accord? Donc c'est beaucoup plus faible sur les bidas qu'on a, c'est quand même beaucoup plus faible. Et c'est ça un petit peu l'objectif, mais voilà, c'est vrai que d'un autre côté, c'est ce qui voudrait dire que Netflix ne fera plus de rachat d'actions. Après, faire des rachats d'actions au prix actuel, en fait, là, c'est également un coup d'opportunité, c'est extrêmement simple. Si vous avez une dette qui vous coûte 5% par an, chaque remboursement de cette dette-là, en fait, c'est un rendement garanti de 5% par an. C'est logique. Alors que si vous faites un rachat d'actions, ça dépend à quelle valorisation sera Netflix. Peut-être que ça fera moins de 5% de rendement, voire c'est quasiment sûr. Donc, c'est peut-être également plus intéressant pour Netflix, évidemment, de rembourser cette dette-là qui lui coûte 5% par an pour, en fait, voilà, faire un retour sur investissement, entre guillemets, de 5% par an, juste en remboursant la dette. Et donc, voilà un petit peu. Donc, je pense que j'ai fait un beau tour d'horizon sur cette partie.
Et donc voilà, grosso modo, l'équation du cash critique, c'est les synergies nettes de plus, voilà, 1,9 et la partie coût d'intérêt quand on les met vraiment donc en net, hein, après impôt, ça fait 1,9. Donc voilà, c'est un parfait match. Le deal s'autofinance uniquement si l'exécution est parfaite. Ce deal transforme Netflix en action à forte croissance pure, en une industrial compounder endettée, parce qu'effectivement, quand vous aurez 70 milliards de dettes, en fait, faudra vite se désendetter. Donc le deal se justifie si et seulement si les synergies de 2,5 milliards sont vraiment livrées et si le management ne fait pas de surinvestissement massif dans le contenu. D'accord. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'on n'est pas trop mal sur cette partie Netflix. Oui, bon, ici également, là, je vous avais mis que là, ce qui est également déjà signé, etc., en cours, si actuellement il y a un refus réglementaire, Netflix il va devoir sortir 5,8 milliards. C'est extrêmement cher parce que c'est du cash. Tout comme, rappelez-vous, Adobe avec Figma, ils ont dû sortir du cash. Et si, pareil, Warner, finalement, eh bien, il accepte le deal de Paramount, Warner va devoir payer à Netflix 2,8 milliards. Ok. Voilà, ici je vous ai mis des petites slides également pour quand vous faites des deals, quel est l'avantage de payer en cash, quel est l'avantage de payer en stock et quel est l'avantage de payer en dette, donc la partie LBO et la synthèse des trois. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous payez eh bien, en cash, bah là en fait c'est ton bilan qui paye, donc c'est l'entreprise qui achète, l'acheteur paye avec son bilan. Si vous payez en action, bah, c'est les actionnaires qui vont payer et dans ces cas-là, ça dilue. Et si vous payez en dette, eh bien, vous avez votre levier qui augmente. Et donc l'objectif, c'est de faire un mix des trois. Pourquoi? Eh bien, pour minimiser la dilution. Émissions d'actions, c'est ce qu'on fait Netflix, seulement 12 milliards d'émissions d'actions, pour éviter un levier trop haut, c'est à peu près ce qu'ils font, et également pour garder un deal acceptable pour la cible, par la personne qui se fait acheter pour le vendeur, puisqu'en fait, le vendeur, lui, ce qu'il arrange, c'est directement, c'est du cash, quoi. Voilà, Netflix, il va s'endetter, là, c'est HSBC, BNP également, et Wells Fargo, je crois qu'ils sont positionnés pour les émissions, pour les émissions de dette. Et comme ça, Warner Bros, lui, il reçoit du cash et les actionnaires aussi. Voilà, donc ça, c'est pour Netflix. Et maintenant, on va peut-être faire la partie valorisation. Puisqu'en fait, je ne sais même pas si vous faire la partie valorisation. Je pense que vous savez, je pense que vous pouvez le faire, hein. Là, l'objectif de la vidéo, c'est simplement de vous montrer concrètement les impacts, de vous montrer concrètement la mécanique et de vous montrer également concrètement qu'effectivement, oui, le marché baisse parce que c'est pas un truc, on va imprimer du cash instantané, on imprime du cash si et seulement si on arrive à faire des synergies dans 3 ans sur le business. Et le problème, c'est que Warner, c'est un truc qui est extrêmement intégré, il y a des syndicats dedans, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a quand même pas mal de grèves là-bas. C'est vraiment, c'est lourd à intégrer ça, toutes les équipes et tout. C'est vraiment des énormes deals. Donc, bien évidemment, il y a des incertitudes. Oui, le contenu, c'est juste exceptionnel et ça va positionner Netflix. Netflix va concrètement rentrer dans les salles de cinéma, quoi. Donc, c'est juste dingue. Et c'est pour ça également là-dessus qu'on a toutes les hypothèses qu'on a fait. Peut-être que demain, la régulation va dire en fait, non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, vous allez devenir un trop gros monopole et donc Netflix va devoir payer 5,8 milliards. Et dans ces cas-là, bon, ça serait pas non plus énorme parce qu'encore une fois, là, on voit bien le prix en bourse, moins 30%, ça fait moins 200 milliards de market cap. Donc, c'est pas les 5,8 milliards que Netflix va potentiellement donner si jamais, si jamais les régulateurs interdisent le deal qui fait baisser le marché. C'est pas ça. Mais c'est plutôt voilà, cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe si Netflix demain, on a 70 milliards d'endettement, on se prend un petit choc macro qui fait que les abonnés de Netflix diminuent. Et là également, rappelez-vous, la force de Netflix, c'est que quand tout va bien, les dépenses en contenu quasiment sont flat, donc n'ont pas une forte croissance. Et à l'inverse, le nombre d'abonnés Netflix augmente. Et donc chez Netflix, on a 16 milliards par exemple de dépenses en contenu. Et bien dès qu'on a le nombre d'abonnés qui nous génère 16 milliards de cash, et bien en fait on est flat, donc on gagne 0, on a des marges de 0%. Si demain on double le nombre d'abonnés, et bien en fait les 16 plus 16, donc pour aller à 32, d'accord, et bien ces 16 là, ça sera du cash, vraiment du cash en net. Donc chaque abonné, une fois qu'on a, rentabiliser la partie dépenses en contenu, c'est vraiment 100% de cash quasiment en plus. Le coût d'un abonné supplémentaire est quasiment de 0, d'accord. C'est vraiment un abonnement de plus, une ligne de code de plus et un encaissement en plus. Mais ça va également dans les deux sens. C'est qu'évidemment, si demain le nombre d'abonnés baisse, la rentabilité de Netflix, la marge nette de Netflix va vraiment en être impactée énormément. Et donc là, si en plus vous rajoutez dans le bilan ces 2,5 milliards de frais d'intérêt, ce levier en plus, cette dette en plus, et le marché il peut vite paniquer et il peut vite tout simplement mettre un multiple beaucoup plus faible à Netflix. Là actuellement on se paye avec un price to free cash flow de 42 fois donc les free cash flow. Si je me mets en PE
Là, on a un PE, hop, alors voilà, c'est ici, on a un PE de 36, c'est quand même relativement, cher, pour Netflix, même si encore une fois, c'est une boîte exceptionnelle et cetera. On pourrait faire une petite valorisation, je pourrais mettre ici. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, quand je parlais des 12 milliards, Netflix, c'est une entreprise avec une market cap d'à peu près 400 milliards. Voilà, bon, la note de crédit et cetera et cetera, et justement, voilà, des cash flows, qui dépasseront les 12 milliards en 2026. Bon, ils ont écrit ça, en janvier, donc là, ils ont écrit ça il y a 15 jours. Donc voilà, selon Warner Bros, Netflix va générer 12 milliards de free cash flow, donc de net, hein, donc quasiment faire. Là en TTM on a 9, donc on aurait excusez-moi 3 milliards de free cash flow en plus. Je vais mettre sur Qualtrim. Ok, alors avant de passer sur la partie ici, voilà, Qualtrim, valorisation DCF, je vous ai fait directement des slides. Alors j'ai pris des hypothèses qui sont extrêmement simples. Vous allez voir, j'ai pris trois bear case, base case et bull case. Alors les hypothèses que j'en ai prises sont extrêmement simples. J'ai mis des hypothèses fixes, c'est-à-dire que je partais du principe qu'on va s'endetter donc de 60 milliards pour le deal à 5% par an. Également, eh bien, que l'on va émettre les 12 milliards d'actions Netflix, donc qui vont mettre une légère dilution, et qu'on va allouer 100% du remboursement, enfin excusez-moi, 80% du free cash flow total au remboursement de la dette. Également, les 2 premières années, on sera flat. À partir de l'année 3, eh bien, les synergies vont compenser la partie frais d'intérêt qui va faire qu'on va commencer à avoir cette partie net synergie, comme ce que nous avait expliqué le Warner Bros et Netflix pour la partie deal. Donc effectivement, également, donc les 3 milliards en fait représentent les intérêts, donc 60 milliards à 5% par an. Donc évidemment, toute allocation de cash pour rembourser la dette réduit les intérêts futurs et augmente donc mécaniquement le cash net du deal dès l'année 3. Ok. Et là, les 2 milliards, en fait, c'était le free cash flow ici que vous pouvez voir ici, là, le free cash flow leveraged après intérêt, plus la partie synergie en net, ça faisait donc les 2 milliards. Alors, comme vous pouvez le voir, pour la partie bear case, j'ai également émis l'hypothèse que le free cash flow hors deal allait augmenter de 10% par an chez Netflix. Ok. Donc, on a le free cash flow hors deal ici. On a le free cash flow net deal. Alors, pareil, ici, j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails ni même faire des trucs avec des hypothèses à plus quoi ça va en faire. C'est-à-dire que là, effectivement, normalement, le net deal, comme vous pouvez le voir, si on s'endette effectivement de 60 milliards, eh bien la partie frais d'intérêt fera que normalement on sera en légère carrément perte sur les 2 premières années. D'accord. Mais j'ai mis du flat. De toute façon, on n'est pas. Enfin, il faut. Si on, enfin, plus vous complexifiez cette partie valorisation, plus vous avez des chances de vous tromper. De toute façon, ça ne sera pas totalement exact. C'est pour ça qu'on fait plusieurs scénarios et c'est juste pour vous donner une idée à peu près de ce que l'on pourrait avoir. Donc après, le free cash flow total. On voit que, eh bien, par exemple, à partir de l'année N+3, on aura 2,80 milliards. À l'année 5, le deal va nous rapporter quasiment 4 milliards, donc le total de 17 milliards. À chaque fois, ce free cash flow total, ça va nous permettre de rembourser la dette. Enfin, on va y allouer 80% pour rembourser la dette. Donc, on voit également que la partie dette, oui, on sera surendetté au début, mais si on alloue vraiment 80% au remboursement, on peut se désendetter extrêmement rapidement. On passe de 52 milliards de dettes à seulement 8 milliards de dettes. Et donc, la partie intérêt passerait de 3 milliards d'intérêts par an à seulement 1 milliard d'intérêts par an. Donc, dans ce cas de figure-là, eh bien, on aurait un taux de croissance annuel composé de Netflix dans sa globalité en prenant en compte cette partie, eh bien, deal sur les 5 prochaines années, eh bien, de 13,67% par an. Ok. Et ça, en fait, ça fait vraiment sens parce que quand vous voyez par exemple HSBC, selon eux, le deal de Netflix va augmenter l'earning per share de 3 à 4% après 2027, 2028, 2029. Ok. Donc on retrouve à peu près là des 10% plus, et puis après on arrive en taux de croissance annuelle composé, donc de quasiment 14%. Donc là 3-4%, ça fait sens. On voit qu'on retombe sur les estimations que peuvent faire les banques d'investissement, etc., qui connaissent assez bien le dossier. Donc ça vous permet de voir à peu près comment ils peuvent y arriver. Ensuite, la partie best case, là on va non pas émettre l'hypothèse que le free cash flow de Netflix va augmenter de 10% par an, mais de 13% par an. D'accord. Donc même chose après pour la partie la dette qui diminue, les intérêts qui diminuent. Donc cette fois-ci, on a un taux de croissance annuelle composé de 20% par an à partir de l'année 3. On voit qu'on a vraiment, 2 et 3, on a une augmentation, ce qui nous fait un net sur les 5 prochaines années en moyennée de 15,70% par an. Okay. Et ensuite, la partie bull case, là, on a j'ai mis l'hypothèse qu'on a le free cash flow hors deal qui augmente de 15% par an. Et donc, même scénario pour le reste, on se retrouve avec quasiment une dette qui est quasiment remboursée ici là le per share, le free cash flow per share, vraiment il explose de 17% par an. D'accord.
Ensuite, après, eh bien, on multiplie ce free cash flow per share multiplié par le multiple que l'on en attend, c'est-à-dire le prix cible est égal au free cash flow per share à l'année 5 fois le multiple. Et donc là, si je prends un multiple de 25, 30, 35 conservateur par conservateur, c'est vous qui en jugez, c'est vous qui en jugez et vous pouvez refaire ça de votre côté si vous pensez que c'est trop conservateur ou pas assez conservateur. C'est juste pour vous donner la méthodologie qui peut être pertinente en prenant en compte cette acquisition et ce deal-là et les taux d'intérêt. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, ça nous ferait le prix de Netflix actuellement de 88$. Dans le bear case, on aurait donc le free cash flow à la cinquième année de 3,91$ par action x 25 est égal à un prix en bourse de 97,75, donc plus 11%, c'est pas top. Le scénario best case, on aurait tout simplement du plus 45% par rapport au prix actuel, et le scénario bull case du plus 80% par rapport au prix actuel. Et après voilà, encore une fois, vous l'avez compris, si vous pensez que Netflix va avoir un taux de croissance annuel composé de plus de 17% par an et avoir un multiple à la fin de plus de 35, amusez-vous, mais je trouve pas que ce soit vraiment très très raisonnable, parce que oui, on arrive avec des trucs délirants, on arrive avec du 16% de taux de croissance par an par rapport au prix actuel. Voilà, donc ça veut dire plus de 15% de rendement, hein. Pour moi, c'est trop bullish pour moi, parce que encore une fois, le problème c'est que là, j'ai pas pris en compte toute la partie incertitude. J'ai pas pris en compte le fait que peut-être qu'en fait la partie net deal, en fait ça va se passer moins bien que prévu. Donc peut-être qu'en fait on va avoir que 1 milliard ici de cash en plus. Donc c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir tout réallouer en remboursement de la dette. On va avoir les intérêts qui vont rester élevés. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup plus d'incertitudes. Et donc pour moi, cette incertitude-là, il faut absolument la prendre en compte avec des multiples qui pourraient être le best case. Et donc le best case, on l'a très bien vu ensemble, c'est un taux de croissance annuel composé donc, de 15% par an, ce qui est déjà beaucoup, hein, donc 15% par an, avec des multiples voilà, de 30. Et là, on a 7% de taux de rendement par rapport au prix actuel. Donc c'est vrai que c'est pas non plus un truc de malade. Et c'est pour ça que c'est en ce sens que oui, Netflix, c'est une super boîte, mais peut-être un petit peu trop cher selon moi au prix actuel. Après, on pourra peut-être on va mettre du 16%. 16%, ça fait quasiment 9%. Et ouais, il faudrait quand même, pour avoir du 15% par an sur ce base case, eh bien, il faudrait l'acheter à 66, 67. Donc ça ferait une baisse. 66, ça ferait une baisse de 25%. Alors, c'est pas non plus c'est pas non plus énorme. J'ai l'impression qu'il y a quand même un bon momentum sur Netflix, donc je sais pas trop si ça va y aller. Je pense pas, hein, pour moi c'est une bonne entreprise. Peut-être qu'un premier palier à 75, ça pourrait être intéressant. Et 75, tu vois, si on met un multiple de 35, ça ferait 15% par an, 77. Mais vous voyez bien, en fait, on peut faire dire n'importe quoi à un DCF. Là, en augmentant comme ça, en jouant, etc., on retombe sur des valorisations qui sont vraiment énormes. Mais l'intérêt, c'est plutôt que vous compreniez comment on arrive à ces chiffres-là. Est-ce que pour vous, ça a du sens? Parce que pareil, vous l'avez compris, si jamais ils ne remboursent pas de la dette, eh bien, les intérêts vont être plus élevés. Mais d'un autre côté, comme ils vont allouer ça au rachat d'actions, eh bien, l'earning per share, donc le bénéfice par action, comme il y aura de moins en moins d'actions en circulation, va avoir tendance à augmenter plus rapidement. Donc dans ces cas-là, ça va augmenter plus rapidement. Mais d'un côté, si le levier il diminue pas, le levier de dette, d'endettement, peut-être que le marché va mettre un multiple plus faible. Donc à ce moment-là, on aura peut-être un taux de croissance plus important, mais un multiple de seulement 26 peut-être, vous voyez. Donc en fait, c'est un peu un truc à somme nulle. Et pour conclure très rapidement sur Netflix, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre à peu près les 70$, ce qui me fait dans mon base case à peu près 13% de rendement par an si ça se valide. Alors je suis conscient qu'au prix actuel, il n'y a pas encore, selon moi, suffisamment de catalyseurs pour qu'on aille chercher ces 70$ et qu'on baisse de 20%, mais ça va pas aller très très vite, encore une fois, même sans parler des futures synergies. Juste là, actuellement, si jamais le deal est légèrement basifié, peut-être qu'on va s'endetter à plus que 5% par an. Si, on doit l'acheter plus cher, avec plus de cash par exemple, ou plus de dettes, etc. Et qu'en fait, on l'achète pas à un equity de 72 milliards, mais qu'on achète ça à un total, je sais pas, de 90 milliards par exemple, et que Netflix, il accepte. Et dans ces cas-là, on pourra avoir une réévaluation de la thèse, une baisse en bourse, etc. etc. Alors, il faudrait même revoir normalement la valorisation si ça se passe, mais globalement, voilà, c'est pour ça que les 70, ça me paraît pas trop mal. Comme ça, j'aurais en plus une marge de sécurité sur Netflix. Et également, quand je vous dis que
Enfin, là, par rapport au portefeuille que j'ai actuellement avec une énorme position, ma top 1 position, c'est du Google. Maintenant, j'ai une belle position sur Mastercard, sur ASML également. Donc, j'ai quand même une partie tech qui est assez importante dans mon portefeuille et je ne ressens pas le besoin actuellement de l'augmenter, d'augmenter encore cette partie tech. Je suis très très bien avec ce que j'ai déjà en portefeuille, donc j'ai pas la nécessité, j'ai pas une urgence d'investir absolument dans de la tech, dans du Nasdaq, dans du S&P 500. Donc honnêtement, Netflix, c'est dans la watchlist. J'ai fait un beau deep dive là avec vous et également de mon côté, parce qu'évidemment, là, pour sortir cette synthèse-là, moi de mon côté, j'ai creusé 10 fois plus sur 10 fois, sur plein de choses que je ne vous ai pas montré dans la vidéo. Mais ce qui veut dire que si jamais Netflix vient à baisser, voilà, je connaîtrai déjà le dossier, je pourrais me positionner dessus beaucoup plus rapidement. Je saurai exactement comment est-ce que je vais pouvoir timer ça dans mon portefeuille, etc. Donc ça sera beaucoup plus avantageux pour moi. Et également, là, d'ailleurs, parenthèse, alors ça n'a rien à voir, mais enfin, si un petit peu. En fait, j'ai quand même pas mal de. J'ai des petites questions sur la partie equity, fusion-acquisition, la partie. Enfin, pas mal de parties assez spécifiques. Cette partie vraiment plutôt corporate, finance d'entreprise, donc moins la partie bourse, hein, parce qu'il n'y a pas depuis énormément d'entreprises qui font, qui font ça, donc private equity, etc. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu le contact d'un super, de l'un des meilleurs profs HEC Finance, HEC Paris, et je lui ai envoyé un mail, donc je lui ai dit par mail, est-ce que à tout hasard vous ferez des cours particuliers? J'ai quelques questions assez spécifiques. J'ai fait un bullet point. Je lui ai envoyé le mail. Il m'a répondu que malheureusement, non, il ne faisait pas, il proposait pas ce genre de choses. Bon, on ne reste jamais sur une défaite. Donc, je lui ai envoyé un deuxième mail et je lui ai dit, écoutez, moi, je serais prêt en fait à vous. Moi, je lui ai dit, ce dont j'aurais besoin, ça serait deux après-midi sur un week-end et je vous payerai 3 000 € à l'avance, donc à peu près 5 heures, donc 10 heures, 300 balles de l'heure à peu près sur deux après-midi. Et est-ce que, voilà, dans l'hypothèse où ça pourrait être OK pour vous, est-ce que dans ces cas-là, vous pourrez faire une exception, etc., etc. Et là, il m'a répondu et il m'a dit, est-ce que vous auriez un numéro de téléphone, un WhatsApp pour qu'on puisse en discuter de vive voix? Donc vous voyez, il ne faut jamais s'arrêter sur une défaite de ce côté-là. Et là, en vrai, je suis hypé, j'ai hâte parce que j'ai quand même pas mal de questions qui sont un peu en suspens et en fait sur lesquels j'ai plus le temps d'aller passer 50 heures, reprendre des livres corporate, etc., pour aller creuser ces sujets-là. Là, je pense que j'ai trouvé un mec qui est hyper compétent et il va me débloquer le truc en moins de 10 heures, je suis sûr. Même, j'aurais peut-être même besoin qu'une seule après-midi. Donc ça va être super. Et donc je ferai une update, là, je pense, d'ici 2 semaines, ça sera bon, 3 semaines maximum. Enfin, dans 2 semaines, j'aurai fait ça. Et donc je vous ferai un live YouTube on reparlera Netflix avec cette nouvelle vue d'ensemble où en fait pareil j'ai prévu de faire avec lui donc un deep dive de l'étude de cas de Netflix, parce que comme j'ai bien creusé le dossier et puis en fait on va pour aller, j'aimerais bien aller deep dive avec lui sur la partie 8K, donc sur la partie les rapports d'entreprise dans ces fusions acquisitions, etc., et tous les petits chiffres, etc., vraiment les trucs en détail pour avoir une compréhension plus fine. Donc franchement je suis hypé, j'ai hâte. J'ai hâte de le faire, franchement j'ai hâte de le faire. Donc c'était une anecdote, parenthèse totalement fermée. Je vais passer sur Adobe. Ça, c'était l'analyse que je vous avais faite en octobre de mémoire quand on était sur les 350 $. C'est une analyse de plus de 40 minutes où j'avais deep dive vraiment les différents segments chez Adobe et on avait fait une valorisation SOTP, Sum of the Parts, où on avait segmenté donc le business d'Adobe et on avait valorisé indépendamment chacun des segments dans Adobe pour avoir à la fin la valorisation d'Adobe qui prend en compte le multiple qu'on allait mettre à chacun des segments. On a des segments qui sont beaucoup plus sensibles à l'IA, d'autres segments, par exemple avec la partie PDF, qui sont moins sensibles avec un multiple plus élevé, des marges plus élevées, etc., etc. Et donc voilà, on avait vraiment et la partie Creative Code document, on avait également alors excusez-moi, je vais y arriver, je vous le refais en français. On était allé comparer donc les segments d'Adobe par rapport aux plus gros concurrents qui sont eux cotés en bourse, avec la partie Autodesk par exemple, le logiciel Pro Bâtiment qui était un petit peu comme la partie Creative Cloud, qui pouvait s'en rapprocher. À quelle entreprise value sur le chiffre d'affaires ça s'est changé à 10 fois par exemple. On était voir la partie Document Cloud avec DocuSign qui se négociait à 4-5 fois l'entreprise value sur le chiffre d'affaires, et également la partie digital experience avec par exemple HubSpot, etc., ou même Salesforce CRM, le plus connu d'entre eux. Donc ça nous avait donné un peu des métriques auxquelles on pouvait aller valoriser Adobe, et donc ça m'avait donné une valorisation qui était stress case, donc bear case, base case, bull case. Et donc, ça me donnait une entreprise value totale de 111 milliards, 151 milliards, 175 milliards. Un prix cible par action de 250-255 $. Donc, on avait à l'époque un prix actuel de 348 $. Et en effet, à l'époque, on était juste sur le base case avec quand même des trucs un petit peu. Alors, c'était pas optimiste du tout, mais c'était pas non plus négatif. Et en fait, surtout que là, on a eu des petits updates qui, moi, me plaisent pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, ils ont fait comme ce que fait Téléperformance, c'est-à-dire qu'ils ont
On n'a plus trop de visibilité. Avant, on avait le ARR, donc annuel revenu, c'est les revenus annuels en français, que vous avez de votre entreprise, donc en recurring, en SaaS. Et en fait, avant, on avait ça par segment, d'accord? Et maintenant, c'est plus par segment. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment, en fait, lequel va baisser, lequel va augmenter dedans. Et pour moi, c'est un peu le mauvais moment de faire cette décision-là chez Adobe. Enfin, faites pas ça quand tout va mal. N'enlevez pas de la visibilité aux actionnaires quand tout va mal, sinon on va pas s'entendre, quoi. Ça va pas être bon. Bon, voilà. Après, peut-être qu'ils ont fait ça. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais du moins ils l'ont fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va plus trop pouvoir faire justement de SOTP. Et moi, l'avantage enfin, moi, ça me donne sur ce type de business-là, selon moi, c'est la meilleure valorisation qu'on puisse faire, enfin, qu'on puisse faire. Ce qui veut dire que là, actuellement, on est à combien Adobe? On est à 200, on est à 300. Sur les 250, voilà, ça ferait mon bear case que j'avais fait quand on était sur les 350. Et ça ferait une baisse de combien? Ça ferait une baisse de 15%, ce qui est vraiment pas énorme. Et on a l'air d'y aller. Et surtout, ce que j'aime bien un petit peu Alors, également, moi, c'est un peu une stratégie que j'ai envie de vous partager. C'est que dans mon portefeuille, j'ai d'un côté des boîtes tech et d'un côté où je vais jouer un peu du momentum, des gros retours sur investissement, etc., de la forte croissance, bref, des business exceptionnels. Et de l'autre côté, une partie small cap. Où là, j'ai des boîtes comme Parex et d'autres entreprises où je vais vraiment les acheter à 2 fois les bénéfices avec zéro dette, des euros de 40%. Parex, c'est dans le pétrole avec des énormes réserves sur lesquelles j'ai vraiment des grosses performances, des gros retours sur investissement. Pareil pour Biducol, c'est une boîte qui a pris plus de 100% de mon portefeuille dans une minière dans l'or, avec vraiment des thèses de réévaluation. Donc des thèses qui, l'entreprise est sous-évaluée en bourse, il y a plein de projets futurs, donc de prévus, d'accord? Et ces projets-là ne sont pas du tout timés dans le cours actuel. C'est ça que je vais vraiment acheter pour la partie Parex, pour la partie B2Gold, etc., sur la partie small cap, ok? Donc c'est là où vraiment je vais acheter du value. Et donc, de ce fait, je n'aime pas en fait faire du value sur des boîtes tech. Et je n'aime pas jouer les turnaround sur des boîtes tech. Donc, une boîte comme Adobe, moi de base, ça ne me séduit pas. C'est-à-dire que les boîtes tech, je préfère acheter des boîtes qui augmentent ou alors qui baissent comme Google, mais il n'y a pas trop de problème avec le business model. Il n'y avait pas de problème de business model sur Google et pourtant la boîte baissait en bourse. Là, c'est pour ça que c'est ma première position et que j'ai gagné plein d'argent dessus. C'est quand même 40 000 dollars, enfin 30, un peu plus de 30 000 dollars de plus-value nette avec la partie option que j'ai fait cette année avec Google. C'est juste énorme. Sans parler là des plus de 200 actions que j'ai sur Google. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, je ne suis pas très fan de jouer des turnaround, etc. sur une partie tech. Je préfère le faire sur une partie small cap parce que là, selon moi, j'ai des business qui ont une valeur intrinsèque qui sont beaucoup plus tangibles. Quand vous achetez des boîtes comme Parex ou comme B2Gold, vous avez des réserves d'or, vous avez des réserves de pétrole, vous avez des coûts d'extraction par pétrole, enfin par once d'or ou par baril de pétrole. Donc, vous avez une prédictibilité qui est un business qui est beaucoup plus simple, Adobe, c'est beaucoup plus compliqué. La partie IA, même si vous êtes expert, que vous travaillez dans l'IA, le problème, c'est que voilà, la fameuse partie disruption technologique, et bien en fait, cette partie-là, elle va être très très dure à prévoir. La destruction créatrice, etc., enfin, c'est ce que j'avais développé dans la dernière vidéo, fait que en fait, ça va être beaucoup plus compliqué à prévoir. Bon, j'aurais pu là, me rendre compte que j'aurais pu synthétiser ce que je veux dire, mais c'était plutôt l'idée que je voulais vous transposer, que généralement, les boîtes comme Adobe, c'est pas les meilleures opportunités. Si vous voulez vraiment des opportunités en value ou deep value, achetez des boîtes, enfin achetez des small cap des côtés dans des business tangibles, corporels, et ça se passera un petit peu mieux. Mais c'est vrai que là actuellement, Adobe, on a donc un price au free cash flow de 12. Qu'est-ce qui veut dire? Ce qui veut dire que si demain l'action baisse de 50%, on a un price au free cash flow de 6. Et à un moment donné, sur quasiment tout business, il y a un seuil de all-in, un seuil sur lequel on peut mettre tout le portefeuille dessus quasiment si je caricature. Et c'est vrai que dit Adobe, 6 fois les bénéfices, à un moment donné, à part si les bénéfices baissent la croissance des bénéfices baisse de moins 20% par an, vous allez gagner de l'argent, d'accord? Et là, on s'y approche quand même. C'est-à-dire que là, actuellement, mais si vous mettez, je sais pas, 10% de votre portefeuille sur Adobe, que cette position perd 50%, donc vous aurez vous aurez seulement une perte de 5% sur le portefeuille global. En fait, vous aurez en portefeuille une entreprise qui se négocie à 6 fois les bénéfices, enfin 6 fois les free cash flow. À part si, encore une fois, d'ici là, le free cash flow est divisé par 2, et dans ces cas-là, vous avez toujours le même price au free cash flow avec du moins 50% sur votre position, et c'est peut-être un petit peu le risque qu'anticipe le marché, mais ce n'est pas le risque que moi je vois. Adobe, c'est quand même une entreprise qui est solide, etc. Oui, il y a des risques, il y a de l'incertitude, mais c'est vrai que là, on est quand même on est à 12 fois les free cash flow. Et en fait, c'est vrai que moi, j'étais resté encore quand on était à 17 fois les free cash flow en 2025, quoi, ce qui n'est plus le cas. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien refaire un
petit update avec vous, là, même pas de 5 minutes, hein, parce que comme la vidéo Netflix a duré trop longtemps, je vais faire ça extrêmement rapidement. Voilà, donc déjà ici, je vous ai mis ce qu'ils ont changé. Donc effectivement, avant, tu pouvais lire le business par segment, Digital Media, donc Creative Cloud, puis Document Cloud. Par Digital Experience, c'est noté DX avec la partie Journey Optimizer pour la partie B2C et Marketo pour la partie B2B que je vous ai marqué, enfin que je vous avais détaillé ici. La partie Digital Experience chez Adobe, c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup plus, en fait, c'était pour centraliser toute la partie data et traiter mieux un data pour des sites e-commerce, etc. Voilà, je vous ai mis l'exemple. Eh bien, admettons, je fais un achat sur un site e-commerce, j'abandonne le panier. Et bien, en fait, demain, directement, si votre entreprise elle possède ce Digital Experience, donc le logiciel d'Adobe, Adobe va directement, donc le logiciel d'Adobe va envoyer ça à l'entreprise. Bah tiens, il y a Léo qui a abandonné son panier, donc demain il faut que tu lui envoies ce mail-là avec ce mail-là, avec par exemple une réduction sur le produit qu'il avait mis dans son panier mais qu'il n'a pas acheté, par exemple. Et ça augmente vraiment de manière importante le ROI et vraiment le chiffre d'affaires de la plupart des boîtes e-commerce, etc. Et ensuite, justement, il y avait toute la partie d'Adobe qui pouvait être quand même pas mal remplacée par l'IA avec des trucs voilà, comme Canva, par exemple, pour la partie créa, ou alors la partie Affinity, ou alors la partie Figma pour la branche Adobe DX, la partie Premiere Pro, VS, la partie DaVinci Resolve qui, par exemple, moi, encore une fois, j'utilise et c'est gratuit, etc. Par rapport à... Enfin, je vous dis ça, après j'ai les deux, donc je paye les deux, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne payent pas les deux. Donc non, c'est clairement des concurrents qui sont gratuits pour la plupart comme Canva et qui sont extrêmement puissants en termes de choses que vous pouvez faire avec. Ensuite là je vous avais fait un peu la concurrence d'Adobe et l'impact du business. Et pareil, la Firefly, c'était un peu la réponse d'Adobe au désamour. Et donc cette partie-là, on a eu moins de churn, là, donc moins d'abandon sur cette partie-là, sur le dernier rapport. Mais en fait, Adobe a slashé quand même la guidance 2026. On attend une croissance de 10%. 10%, c'est extrêmement faible quand même. Alors voilà, c'est faible, mais c'est pour ça qu'on se négocie à 12 fois les bénéfices. Donc, mais c'est vrai qu'au niveau de valorisation actuelle, même si on prend le scénario actuel qui est que le taux de croissance d'Adobe est de 10% par an, ok, on se négocie, j'arrondis à 10-12 fois les free cash flow. C'est-à-dire que si on rachète, si on alloue tout ce free cash flow-là, parce qu'on n'a pas de dette au rachat d'actions, il faut savoir que Adobe pourra racheter 10% de la market cap par an. C'est-à-dire que sans prendre en compte la croissance des free cash flow futurs, on aura déjà racheté en 10 ans, on aura doublé l'earning per share en rachetant la market cap en 10 ans. C'est-à-dire que juste de ce point de vue-là, l'earning per share va doubler. Ok, donc c'est quand même assez intéressant. Et après, qu'est-ce qui se passe si, justement, en fait, on a les multiples qui reviennent, la croissance qui repart. Mais c'est vrai que même si on a tout ça, parce que ça, c'est donc le scénario parfait, scénario parfait, là, au niveau de valorisation actuelle, on a 10% de taux de croissance par an, on rachète les actions. Et en fait, si effectivement on a ça sur 10 ans, le prix d'Adobe va forcément au moins doubler. D'accord ? Mais c'est long, 10 ans, c'est très très long. Et sinon, si on a le scénario vraiment exceptionnel, qu'est-ce que ça serait ? Ça serait qu'Adobe, en fait, ça sera un méta en puissance. Et donc, on a la croissance qui repart à 20% de taux de croissance annuel composé par an, le multiple qui revient sur les 30, sur les 35. L'IA, en fait, c'est pas du tout un problème, on a totalement tiré notre épingle du jeu. Et dans ces cas-là, voilà, on refera un plus haut sur Adobe. Mais même si on refait un plus haut, on parle de 150%. 150%, c'est pas non plus dingue quand on a des business qui sont aussi sous-évalués avec un risque entre guillemets aussi important sur les 10 prochaines années. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous faisais le parallèle avec Netflix et les small caps, c'est que une boîte comme B2Gold, j'ai déjà 100% de plus-value dessus. Une boîte comme Parex avec le dividende, j'ai quasiment 100% dessus. Et avec la vente de put, une boîte comme HSC, pareil, qu'on avait analysé avec tous les membres qu'on accompagne en avril, c'est une boîte qui a pris 130% depuis. Et c'est une boîte qui était extrêmement sous-évaluée avec vraiment une thèse tangible, avec des actifs corporels tangibles qui n'étaient pas prêts de changer dans 10 ans, d'accord ? Et ça, c'est intéressant. Et là-dessus, vous pouvez quand même faire des multiples qui sont assez intéressants. Donc de l'autre côté, tous les risques, et en fait surtout, pour qu'elle soit un méta en puissance, ou du moins juste pour que le rendement et le bénéfice net d'Adobe repartent à 20-30% de taux de croissance par an avec un multiple qui reparte, imaginez les si qu'il faudra mettre dans l'hypothèse. Il faut vraiment que l'IA soit plus un problème. Donc en fait, il faut que le narratif total change. Et ça va être extrêmement compliqué. Donc selon moi, la thèse la plus probable, la plus plausible sur Adobe, encore, je peux me tromper évidemment, en fait, c'est simplement que ça fasse pas faillite, que ça s'effondre pas non plus, mais tant qu'on n'ait pas ce narratif-là qui soit réglé, tant qu'on ait cette incertitude, eh bien en fait, on a simplement le prix d'Adobe qui stagne un petit peu, qui augmente de 30%, qui rebaisse un petit peu. Mais encore une fois, après, si vous l'achetez au prix actuel, on l'a très bien vu, s'ils arrivent à maintenir le bénéfice net actuel, ils rachètent 10% de la market cap par an. Et c'est ça qui, encore une fois, fait que je vous présente Adobe dans cette vidéo aujourd'hui, parce que de ce point de vue-là, quand même, mathématiquement, en fait,
il faudrait que le bénéfice, en fait, il faudrait que la croissance d'Adobe soit négative pour que vous perdiez, je pense, de l'argent sur Adobe à échéance 10 ans. Mais c'est ce que le marché price. C'est qu'Adobe, peut-être qu'on ait un changement de paradigme. Voilà, c'est un peu le truc dessus. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne vais pas me répéter, mais c'est vrai que je préfère encore une fois plutôt aller jouer ce type d'upsale sur la partie small cap que sur des boîtes tech comme Adobe, et privilégier plutôt des entreprises à la limite, vous voyez, comme Netflix à la limite, parce que Netflix, le narratif, il n'a pas changé, d'accord. Le narratif n'a pas changé, à moins que demain Netflix ait un bad buzz comme Duolingo, là on va y arriver, où là pareil, c'est qu'une question de narratif. Et effectivement, sur ces boîtes-là, à chaque fois, c'est qu'une question de narratif, mais vous avez deux cas de figure. Vous avez le cas de figure dans lequel le narratif fait que l'entreprise en bourse, le prix en bourse baisse, et le narratif fait que les bénéfices de l'entreprise dans la vraie vie, eh bien, elles baissent. Et on voit que des boîtes comme Google, ce qui faisait que Google, c'était la tech la plus sous-valorisée, la plus sous-évaluée par rapport aux autres entreprises, c'était le narratif sur le search et sur l'IA. Mais pourtant, dans les comptes de résultats, dans les rapports annuels, Google, le search augmenté, YouTube augmenté, et la partie également IA, ils étaient hyper forts dessus. Donc le narratif était, oui, c'est sous-évalué, enfin le narratif était, Google va pas tirer son épingle du jeu, alors que dans le concret, il gagnait toujours plus d'argent. Et que quand maintenant on transpose ça sur le narratif d'Adobe, Adobe, le narratif n'est pas bon, mais là on voit que la guidance a été sachée. On voit que la partie ARR, pareil, est en diminution, d'accord. Donc, on a le narratif qui impacte l'entreprise dans la vraie vie. C'est pareil pour la partie Duolingo, bien que là, il y a un peu des petits. Duolingo, c'est, enfin, comment dire, le nombre d'utilisateurs a baissé, mais c'est pas effondré, d'accord. Et si je passe directement sur la partie valorisation, si je mets un taux de croissance de 10% par an avec un PE futur de 20, ok, donc valorisation classique, eh bien ça me fait 12% de taux de croissance par an par rapport au prix actuel. On voit que c'est pas ouf non plus, hein, c'est pas dingue. Et qu'est-ce qui se passe si on a seulement un PE futur de 15? Dans ces cas, on a 6% de rendement. Et encore une fois, après, si c'est un méta en puissance, qu'on revient sur des 25% de taux de croissance, bon, à mettre plutôt 20, parce qu'il ne faut pas non plus être délirant, et un multiple de 25, bon bah là oui, on a du 30% par an, mais voilà, 30% par an, c'est beaucoup. C'est-à-dire que si on délivre ça, ça serait vraiment l'opportunité de malade, et ça serait que tout le marché se trompe. C'est possible, mais la probabilité est quand même assez faible, d'accord. Au vu également de la guidance que le groupe, etc., et le management a délivré. Et encore une fois, c'est pour ça que je comprends là actuellement les personnes qui achètent du Adobe là, sur les 300 $, ce qui fait encore une fois 120 milliards de market cap, avec vraiment un rachat d'actions, avec un free cash flow, etc., etc. Ça me paraît pas déconnant pour jouer une thèse turnaround, etc., dans de la tech. Voilà un petit peu. Et dans tous les cas, on voit bien que vous avez quand même un downsale qui est assez limité en termes de market cap par rapport au free cash flow qu'on a actuellement, à part si encore une fois l'entreprise commence à perdre de l'argent, mais on en est très très loin. Et c'est vrai qu'on a des marges nettes de combien sur Adobe, je ne sais même plus, mais c'est énorme. On a des operating margins qui sont monstrueuses, des grosses margins qui sont monstrueuses. On a des marges nettes de 30%. Donc c'est vraiment c'est une boîte qui littéralement est exceptionnelle là, actuellement dans le contexte actuel, d'accord. Ok, ça c'est pour Adobe. Duolingo, mais c'est pas pour autant, encore une fois, vous avez compris que j'en achète parce que j'ai des meilleures opportunités sur la partie small cap tout simplement pour faire 100% quoi, actuellement au niveau du risque. Ok, et ben écoutez, Duolingo c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, on a le prix en bourse qui a baissé de, allez, si je mets sur les 6 derniers mois, on a baissé de 57%. On est sur un beau truc. Là c'est du, voilà, quand vous avez ça en portefeuille, vous êtes content. On a donc la partie revenu qui a quand même augmenté de 46%. Donc effectivement, en fait, on est passé de 47 millions à 50 millions, la partie daily user pour le Q3 2025, donc ça augmente. Et par contre, c'était les membres actifs. On a vu effectivement sur le Q2 2025, un membre actif qui était en diminution. Et là, on a de nouveau eu une augmentation, alors que le prix en bourse s'est totalement effondré. Et d'après ce que j'en avais compris, j'avais déjà fait une analyse sur Duolingo, c'était uniquement vous savez, le fondateur de Duolingo en 10 secondes. C'est celui qui a fondé les CAPTCHA, qui avait pour but de supprimer la plupart des bots, donc la plupart des robots qui étaient sur Internet, donc entre guillemets des IA. Donc ensuite, après, il a fait un truc caricatif, il a fondé Duolingo. Duolingo, c'était pas rentable. Il s'est fait un peu motiver par les VC et par les investisseurs pour faire un truc rentable. C'est ce qu'il a fait. La boîte s'est super bien valorisée en bourse, etc., etc. Et en fait, ils ont toujours eu une politique qui est quand même assez humaine, etc., etc. Et donc, ils ont fait ensuite, je pense que vous le savez tous, enfin ici, là, il a fait une déclaration et il a dit qu'ils allaient passer à une entreprise AI first.
dans laquelle il n'allait pas hésiter à supprimer des postes humains, il a dit mot pour mot le mot humain, pour remplacer ça et pour optimiser les coûts, etc. de l'entreprise. Sur le court terme, le prix en bourse s'est envolé suite à l'annonce, parce qu'à l'époque, dès que vous mettiez plus de 2 fois le mot IA dans le conférence call, votre boîte, elle prenait 100%. C'est ce qui s'est passé sur Duolingo. Et puis en fait, après, il y a eu énormément il y a eu un énorme bad buzz sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Et le prix en bourse s'est mis à chuter. Et là, on a une baisse de 72% par rapport au plus haut, dû justement à cette partie-là. Le management a vraiment dit qu'il n'allait pas faire marche arrière, que la décision était prise. Et donc, voilà, tout simplement. Et on a une boîte actuellement qui se négocie à 7 milliards de market cap et qui était quasiment à 20 milliards au plus haut, qui était à 30 milliards, excusez-moi, au plus haut. Donc on a eu un truc qui s'est slashé. Donc 6 milliards de market cap, franchement, il faut pas grand-chose pour faire beaucoup d'argent et pour faire des multiples qui sont énormes. Parce que là, pour le coup, vous pouvez avoir une boîte qui prend 500%. Et là, déjà, la partie turnaround m'intéresse plus sur une boîte comme Duolingo. Et ce que je vais vous montrer en 5 minutes, c'est que ça peut aller concrètement extrêmement vite. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un revenu qui augmente, comme on l'a vu tout à l'heure, et bien de 40% par an. On a une conversion donc des personnes actives, des utilisateurs actifs, de 9% en utilisateurs payants. C'est-à-dire que le nombre d'utilisateurs payants est passé en 2021 de 2,5 millions à aujourd'hui 11,5 millions. Sur le Q2 2025, on était à 10,9. Sur le Q1 2025, on était à 10,35 millions. On est une explosion du nombre de personnes qui passent directement sur l'offre payante de Duolingo. Ok, donc oui, on a eu un petit retour de bâton de la part des quelques utilisateurs, à savoir 2 millions, c'est déjà énorme, mais ouais, il y avait 2 millions d'extrêmes de personnes qui étaient human first, on pourrait dire, alors je sais pas si on pourrait dire ça, mais woke, etc., aux US qui utilisaient Duolingo. Bon, ces personnes-là sont parties, il reste 18% des autres utilisateurs qui sont pas l'air d'être très dérangés pour ça. Et puis en fait, du moment que le CEO va pouvoir démontrer par A plus B qu'effectivement c'est plus pertinent de mettre de l'IA parce que comme ça les réductions de coûts on pourra le réinvestir en content pour avoir des meilleurs algorithmes, des meilleures suggestions, des meilleures réponses, bref un meilleur apprentissage experience user. Dans ces cas-là il n'y aura pas de problème. Et là actuellement on paye l'entreprise donc à 20 fois les bénéfices des bénéfices qui ont un taux de croissance de 20-30% par an avec un bilan qui est exceptionnel. On a zéro dette, on a 1 milliard de cash au bilan avec une boîte qui, rappelez-vous, est passée de 30 milliards à 6-7 milliards là en bourse. Ok, on a un free cash flow qui est positif. Actuellement, on a un free cash flow quand même de 354 millions, d'accord? Donc, c'est 20 fois les free cash flow. Donc, si on fait une toute petite valorisation, on s'amuse à aller prendre le free cash flow per share de 7,66 $, ok? Et donc, de mettre un taux de croissance de 20% par an avec un multiple de 20 dans 5 ans, ça fait 20% de taux de croissance par an au prix actuel sur votre investissement, c'est énorme. Alors oui, il y a la partie stock-based compensation qu'il faudrait retirer, etc. Mais allez, même si on retire et qu'on met que 15% de taux de croissance, ça fait quand même 15% par an au prix actuel. Ça, c'est sur les 5 prochaines années. Et la thèse de Duolingo, c'est qu'on peut vraiment, s'il se débrouille bien, en fait, une entreprise qui est bonne, elle va s'adapter. Et c'est ce qu'on également demande à Adobe, c'est de s'adapter, de faire le switch, d'accord? Mais je pense que Duolingo, c'est peut-être plus simple pour elle de faire le switch. Ils sont peut-être mieux armés, ils sont peut-être plus petits pour faire le switch. Et ils ont peut-être un segment de marché qui est plus intéressant et qui est beaucoup plus flexible, enfin plus facile de faire un switch. Ils peuvent ouvrir plein de verticales, par exemple sur la partie échec, mettre des cours sur la partie échec, sur toutes les thématiques concrètement. Ils peuvent vraiment monétiser toute la base cliente, membres justement, pas encore clientes, de manière encore plus intéressante. Ils peuvent mettre des upsells de partout, c'est-à-dire que vous commencez effectivement par souscrire pour apprendre les langues, ensuite vous avez une réduc pour apprendre les échecs, vous adorez ça, vous apprenez un autre truc, etc. Et en fait à la fin votre abonnement il a fait du x3, vous en êtes même pas rendu compte, d'accord? Donc ça c'est vraiment quelque chose que peut mettre totalement en place Duolingo, et ils ont le bilan pour le faire, ils ont en termes de cash, etc. Donc là, franchement, Duolingo, c'est une boîte que j'aime bien au prix actuel. Et encore une fois, je n'avais pas du tout le même discours. Quand j'avais fait la vidéo, on était en septembre. Ouais, on devait être en septembre. Donc, on avait une market cap de mémoire de 17-18 milliards de mémoire. Donc voilà, j'avais vraiment pas du tout le même discours. Là, aujourd'hui, on a une market cap de 7 milliards. Donc là, concrètement, ce que je vais faire sur Duolingo, ça va être un énorme deep dive et avant celui d'Adobe. Et je vais aller voir concrètement ce qui peut avoir, ce que ça peut donner, quoi. Parce que là, on a vraiment une boîte qui s'est fait couper en trois à cause de cette partie narrative
narratif, en plus que 3 à cause que c'est enfin, à cause de la du narratif. Alors qu'on a un potentiel qui est vraiment énorme. Donc voilà, c'est vraiment une boîte qui m'intéresse, sur laquelle j'ai vraiment envie d'aller, enfin j'ai envie d'aller deep dive de ce côté-là. Et je pense que vous aurez la vidéo dans une semaine à peu près. Dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est vrai que vous le voyez bien, l'upsale est juste dingue. Oui, il y a un risque, et je pense que le risque est peut-être plus important que sur Adobe, et encore que c'est même pas sûr, hein, parce que sur Duolingo, on peut concrètement aller chercher du 20-30% de taux de croissance annuel composé. Sur Adobe, ça va être très 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 compliqué. Donc c'est pour ça qu'effectivement la partie reward est beaucoup plus importante. Également, ce qui est intéressant de voir, c'est quelle est la valeur de ces utilisateurs? Parce que enfin, c'est une valeur quand même. Quand vous avez 130 millions de personnes qui sont actives tous les mois, et quand vous avez tous les jours 50 millions de personnes qui sont actives, c'est énorme, 50 millions de personnes, c'est quasiment un pays entier qui se connecte sur Duolingo quotidiennement. Donc ça, vous pouvez vraiment l'optimiser. Vous pouvez vraiment l'optimiser. Voilà pour Duolingo. Je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai vraiment envie de laisser ça très très court parce que la vidéo va faire plus d'une heure sinon, et je crois qu'elle fait déjà plus d'une heure. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout Duolingo, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis sur Duolingo. Si vous connaissez l'entreprise, et si vous avez pas une contre-thèse, que vous avez vu, là j'ai pas fait all-in, je suis pas encore actionnaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui moi me correspondrait plus justement à mon style d'investissement pour faire un talent dans une partie tech. D'accord. Puisque voilà, aux dernières nouvelles, on l'a très bien vu ensemble. Le prix en bourse a baissé de 75%, le narratif est négatif, mais la partie daily active user, elle explose. La partie pénétration, donc combien de membres payants ils arrivent à convertir par rapport à la base gratuite, on voit que c'est 9% et ça augmente. Donc on a plusieurs facteurs quand même qui font qu'on peut avoir en fait, une croissance qui soit vraiment, vraiment exponentielle sur Duolingo, et surtout toute la partie optimisation, c'est ça en fait, la perspective, on l'a vu, les nouvelles verticales sur des jeux, sur plein de choses, ils peuvent vraiment développer énormément de choses, et ça j'ai vraiment envie de le développer et de moi-même aller voir beaucoup plus en détail les différentes thèses qu'il pourrait y avoir sur Duolingo, etc. Ce que le management concrètement il nous vend sur les 5 prochaines années, à part la partie optimisation de coûts via l'IA. Voilà, ok, et ben écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus. C'était Léo, franchement c'était une bonne vidéo, j'ai bien apprécié la faire, et on se retrouve certainement dans quelques jours pour la prochaine. Peut-être ça sera le deep dive sur Duolingo. Peut-être qu'en fait dès ce soir je vais me mettre dessus, et je vais bosser sur Duolingo. N'oubliez pas, vous avez le groupe School en description. N'oubliez pas, vous n'avez pas que la partie formation, donc les cours, vous avez également toute la partie ici communauté, avec, ça par exemple, c'était toute ma méthodologie de valorisation. J'avais fait tout un PDF, tout un support de cours. Pareil pour la partie là, quand j'avais acheté une entreprise. Même chose pour la partie Peter Lynch appliquée là en 2025 actuellement, donc fin 2026. Donc franchement, c'est top. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Léo.